Alors, un départ imprévu en contrôle de gestion commerciale, une clôture mensuelle à tenir, un reforecast à sécuriser et un budget qui démarre juste derrière. Aujourd'hui, on va parler de la mission qu'Adrien a réalisée dans une ETI industrielle française du secteur de la santé. On ne donne pas le nom du client, on va pas parler de chiffres, on va parler vraiment de méthode et de comment Adrien a assuré sur cette mission. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphanie, ravi d'être là. Merci. Alors, Adrien, en quelques mots, ton parcours et puis ton rôle chez Synoxis? Mon parcours, j'ai 10 ans d'expérience professionnelle en contrôle de gestion dans des structures allant de PME à groupe international, des équipes à manager. Et lors de ma dernière expérience, j'ai eu la sensation d'avoir fait un petit peu le tour du contrôle de gestion CDI corporate, et donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Synoxis en tant que consultant pour amener du coup mes compétences sur des clients Synoxis, sur des missions en contrôle de gestion, finance, dans divers secteurs d'activité, divers tailles de société, des contextes différents, et c'est un peu ce qui m'anime et ce qui me plaît aujourd'hui dans les missions que m'offre Synoxis. Ok, super. Et donc, ta dernière mission, tu peux nous en dire plus? C'était quel type d'entreprise? Quel était le contexte au démarrage? Alors, c'était une ETI industrielle, secteur santé, comme tu l'as dit au préalable, donc une belle société du Nord avec une grosse activité internationale. Le contexte est assez simple, en fait, c'est un contrôleur de gestion business qui quitte la société début août. Et donc, moi, j'étais missionné par Synoxis plutôt courant juillet, donc avec un début de mission mi-juillet. Et il a fallu faire le lien entre cette personne qui s'en va et la personne qui va arriver, qui est en cours de recrutement. L'idée, c'est simple, c'est assurer la continuité de service avec les clients internes et s'assurer que tout fonctionne bien, de manière la plus fluide possible. D'accord. Et donc, quand tu arrives, c'est quoi pour toi le risque numéro un? Eh ben, le risque, comme on disait, j'arrive mi-juillet, le contrôleur de gestion en place par début août. Il faut vite s'immerger, comprendre l'activité, les données, les outils, les process, les sujets majeurs pour l'activité, où sont les risques, où sont les opportunités, apprendre à connaître les collaborateurs, gagner leur confiance. Voilà, c'est tous les éléments les plus importants à mes yeux pour contrer le risque numéro un, qui est éviter la rupture d'activité, de compétences et de connaissances. D'accord. Surtout qu'en plus, derrière, il y avait un gros jalon, c'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. À partir de septembre, en fait, on rentre dans le premier point important de la fin d'année, c'est l'atterrissage, le reforecast atterrissage pour projeter la fin d'année 2025, et qui enchaîne très vite avec la mise en place du budget pour 2026, qui plus est sur des nouvelles méthodes qui venaient d'être implantées chez Mako, basées sur un plan plus global, etc. Donc, grosse étape pour toute l'équipe finance, les équipes commerciales, les équipes logistiques. Donc voilà, il fallait très très vite s'immerger. Ok. Et donc, concrètement, sur tes dix premiers jours, tu fais quoi pour justement t'immerger rapidement et sécuriser tout ça? En fait, sur les 10 premiers jours, mon idée globale, c'est vraiment de prendre un maximum d'informations, le plus possible, rencontrer un maximum de personnes, mettre des têtes sur des emplois, sur des missions. Et donc pour faire ça, généralement, j'essaye, dans la mesure du possible, de découper ma journée en 2. C'est comme ça que je trouve que je suis le plus efficace. Le matin, je vais rencontrer des gens, je vais me dédier à la passation avec la personne qui s'en va. Je vais rencontrer des interlocuteurs, essayer d'amasser auprès des personnes un maximum d'informations et de compétences. Et l'après-midi, je le garde plutôt pour moi et ça me permet de synthétiser un peu tout ce que j'ai vu, aller plus en profondeur, noter toutes les questions qui peuvent venir par rapport à ce qu'on a échangé, m'immerger aussi dans tous les outils qu'on me montre. En fait, dans la matinée, j'aime bien qu'on me montre un maximum d'outils, de données, de manière assez succincte et assez globale. Comme ça, j'ai une vision un peu d'ensemble et l'après-midi, je peux creuser de manière perso et revenir le lendemain, du coup, avec plus de questions. En fonctionnant comme ça, je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir, dans un laps de temps hyper réduit, le plus possible de données, de connaissances et être armé le plus vite possible. Et voilà. Et en fin de journée, j'aime toujours, hyper important, je trouve, de prendre 15 minutes, 30 minutes pour juste faire un débrief chaud de la journée, noter les points majeurs, parce que c'est des journées hyper denses quand on commence, et on a vite fait d'oublier 2-3 points importants le lendemain matin. Ok, super comme méthode. Et du coup, voilà, tu mixes finalement ta priorité entre la donnée et les relations, quoi. Ouais, ouais, je mixe un peu les 2. Mais en soi, je trouve que le plus important dans le contrôle de gestion et dans la posture de prestataire externe, c'est vraiment l'humain. Enfin,
C'est, à mes yeux, hyper important. On a un rôle de prestataire externe qui peut toujours interroger les gens en interne et je trouve que c'est important de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de gagner leur confiance pour, aussi avoir les bonnes informations, pour pouvoir échanger de manière, hyper, transparente. Donc je trouve que l'humain est vraiment la clé de voûte un peu dans le contrôle de gestion, en règle générale et dans ce type de mission courte et où on doit être efficace très rapidement, en particulier. OK, super. Et donc, on va quand même parler de la donnée parce que, dans le Tout à contrôle de fait. gestion, il y a aussi de la donnée. Et donc, le client cherchait, quelqu'un à l'aide sur la partie technique, notamment Excel. C'était quoi, du coup, la réalité sur le terrain? Comment tu as géré ça? Alors, honnêtement, c'était un contexte, plutôt confortable, pour pas dire très confortable. Je suis arrivé sur un périmètre où tout était bien structuré, les données sont claires, hem et surtout les données sont bien catégorisées et bien denses, presque trop. C'est rarement le bon problème, mais mieux vaut dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un poste où tout était bien structuré et documenté. Par contre, la contrepartie de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de fichiers sur Excel qui, dans toutes les phases de clôture, nécessitent beaucoup de retraitement manuel, d'intervention à la marge, à droite, à gauche, sur des points de détail, et ce, à faire tous les mois. Et en fait, c'est un process qu'il faut absolument maîtriser parce que sinon, ça fausse tous les résultats. Donc, c'est à mes yeux, quand je suis arrivé, c'est ce qui m'a un peu, pas étonné, mais surpris et attiré mon attention, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites mais qui nécessitent beaucoup d'interventions manuelles et qui sont pour moi, longues à mettre en œuvre et source d'erreurs. D'accord. Donc c'est le premier point où je me suis dit qu'il y avait certainement des choses à faire pour essayer de gagner un petit peu en stabilité et en solidité sur ces informations-là. OK. Et donc, du coup, tu as fait quoi? Ton 1er réflexe, c'était quoi? Mon premier réflexe c'est automatiser ce qu'on peut. C'est pas toujours évident, mais il y a régulièrement, en fait, quand on prend de la hauteur sur les fichiers existants, c'est chose qu'on voit moins quand on est le nez dedans, des choses qu'on peut facilement automatiser. Typiquement, une pratique qui était très utilisée dans la société où je suis intervenu, c'était la définition des zones, de formules. C'est une bonne pratique, il y a assez peu de gens qui le font. Mmh. Sauf que ces zones, elles sont définies par exemple en nombre de colonnes, en nombre de lignes, mais le nombre de lignes est fixe. Donc tous les mois, pour la clôture, il faut venir modifier à la main le nombre de lignes de la zone, et ce sur X D'accord. zones et X fichiers. Et en fait, ça c'est quelque chose qui peut s'automatiser hyper simplement avec une formule et qui permet automatiquement de trouver la dernière ligne de la zone. C'est tout bête, mais c'est très efficace, il y a aucun risque de casse et ça permet de gagner du temps, éviter des erreurs. Voilà, les zones de TCD, les liens entre les fichiers, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui peuvent être faites pour gagner du temps, sans venir chambouler le process dans un premier temps, parce qu'il faut pas non plus créer plus de problématiques qu'en résoudre. Donc mon idée, c'était ça, c'était d'essayer d'identifier dans tout ce qu'on me montrait les petits points où je me dis: «Ça, on peut améliorer simplement, rapidement, sans aucun risque» et traiter ces premières choses en priorité. OK. Super. Et donc justement, par rapport à cette, clôture mensuelle, qu'est-ce qui fait selon toi une bonne clôture, de ce côté contrôle de gestion? Une bonne clôture, c'est une grande question. À mes yeux, une bonne clôture doit pouvoir être faite assez rapidement, le plus rapidement possible dans sa partie mise à jour, pour avoir plus de temps sur la partie, analyse de la clôture, aller chercher les informations auprès des personnes. Comme on disait tout à l'heure, je trouve que les personnes, c'est quand même, la valeur forte, qu'il y a derrière les chiffres et avoir un nombre d'indicateurs limité. En règle générale, on a tendance à mettre beaucoup d'indicateurs, beaucoup de data, beaucoup d'évolutions, ce qui a tendance à noyer un petit peu le message. Donc je trouve qu'une bonne clôture, c'est une clôture qui se fait rapidement, sur lesquels on va avoir quelques indicateurs clés qu'on va largement expliquer et d'autres indicateurs qui peuvent être de second rang ou de troisième rang, sur lesquels on va moins rentrer dans le détail, qui peuvent donner quelques précisions. Mais voilà, pour moi, c'est un peu les 2 clés. Ne pas surcharger d'informations, sinon on perd un peu le message global. OK, super. Et donc, du coup, par rapport à ces indicateurs, il me semble que le client avait d'abord un plan, sur 5 ou 6 ans, c'est ça? Un budget? Et qu'après, du coup, il y avait une notion de forecast et de reforecast sur l'année notamment 2026. Comment tu as géré ça?
Tout à fait. En fait, sur l'exercice, sur lequel je suis intervenu, pour la première fois, le client avait totalement changé sa façon de procéder, ne faisait plus comme c'est fait de manière générale avec un budget qu'on fait en septembre pour l'année suivante, qu'on va challenger au fur et à mesure de l'année. Début 2025, il y a un plan qui a été réalisé sur, X années et donc l'idée a été de challenger la première année du plan. Le détailler un peu plus que ça avait été fait, étant donné que le plan était fait de manière globale et venir commencer à reforecaster ce plan et cette première année du plan et donc c'est un travail assez intense avec les directeurs commerciaux parce que c'est une façon de travailler qui est différente de leur façon habituelle, avec des exigences différentes. Et forcément des évolutions qui peuvent être majeures entre ce qui avait été prévu, début 2025 et ce que l'on constate déjà sur la première année qui était l'année 2026. Hem et pour le gérer, je trouve que voilà, le plus simple, c'est vraiment de s'appuyer sur les commerciaux, les opérationnels, les driver du mieux possible pour avoir les chiffres de perspective de vente les plus fiables et derrière pouvoir, véhiculer un message assez simple qui est d'essayer de garder une vision globale, que le plan est ce qu'il est, que le reforecast a pour but d'être le plus précis possible et le plus réaliste et que notre objectif, il est commun, il est global et donc on doit piloter un petit peu tout ça ensemble et une fois que ça c'est fait, on viendra expliquer pourquoi on bascule plutôt une zone vers une autre et cetera et cetera. D'accord. Donc c'est là que le côté, relation humaine est hyper important, savoir Tout à challenger fait. sans créer de tension. Toi, tu fais comment du coup? Tout à fait, et ben, c'est vrai que c'est pas simple, si je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, ce que je trouve important, c'est de gagner rapidement la confiance des gens. Comme je disais, on a une position en tant que prestataire externe qui est toujours un peu spéciale et qui peut être perçue plus ou moins bien, ça dépend. C'est important de gagner, je trouve, la confiance et la légitimité des gens, heu, s'intéresser à ce qu'ils font, comment ils travaillent, quelles sont leurs problématiques et qu'est-ce qui les anime et derrière, c'est plus simple, je trouve, d'exprimer son point de vue à soi. Mmh, c'est exprimer la façon dont on voit les choses, plutôt émettre des hypothèses sur comment on pourrait éventuellement faire, comment on pourrait orienter, le business et pas formuler des injonctions et arriver de manière trop directive. Moi, je trouve que pour challenger les personnes, il y a rien de mieux que d'exprimer tranquillement son sentiment et laisser aussi la personne réagir par rapport à ça et finalement, c'est par ce jeu de ping-pong qu'on arrive assez naturellement à un entre-deux et à un terrain commun, et après, il y a toujours des situations effectivement où on va pas forcément tomber d'accord, où les points de vue sont trop divergents et dans ces cas-là, c'est quelque chose qu'on arbitre. C'est pas les situations les plus simples, mais je trouve que c'est des situations qui normalement peuvent être évitées et on arrive souvent à trouver un accord sans trop de problèmes. OK. Donc tu as réussi à avoir un accord, Tout à fait. On a réussi à construire notre forecast après de quelques petits oh super. allers-retours, on a réussi à bien recaler les choses et finalement tout le monde y trouve son compte, donc c'est quand même le plus important. OK. Et du coup, là, en septembre de cette année, il y a un nouveau budget qui est lancé? Ou par rapport à Alors cette nouvelle méthode ou pas? alors du coup, c'était un peu différent, la fin d'année était un petit peu allégée de fait, sur la fin d'année en septembre, il y avait un travail de forecast atterrissage pour l'année 2025 assez classique, Mmh. et donc pas de phase budgétaire à proprement parler, simplement une phase qui est propre au contrôle de gestion qui est de venir décomposer, mensualiser la première année du plan, mais c'est vraiment une phase, contrôle de gestion. Il y a pas d'intégration des parties commerciales et cetera sur ce stade-là. Et en fait, on vient plutôt enfin, le premier gros travail sur ce plan, c'est le forecast pour fin début d'année 2026 Mmh. et où là, on vient, alors le client n'aimait pas trop qu'on l'appelle comme ça parce que forcément ça crée la confusion, mais faire un «mini budget» entre guillemets de 2026, un peu plus dans un process entre 2, entre le gros plan, à vision long terme et le budget tel qu'il peut exister avant, qui se fait début d'année. Donc c'est tout un accompagnement à faire sur la philosophie, les nouvelles pratiques, parce que ce n'est plus un budget, c'est pas tout à fait un forecast. Donc voilà, c'est une autre façon de faire, qui est pas forcément évidente à faire passer au début, mais qui est hyper intéressante en tout cas. Beaucoup de pédagogie, quoi. Beaucoup de pédagogie et ouais, c'est quelque chose que enfin moi j'aime beaucoup et en plus je trouve que c'est une façon de faire qui est mise en œuvre et qui est hyper intéressante d'un point de vue business, fiabilité Mmh. des budgets, parce que sinon ça a toujours un peu tendance à faire des budgets,
très solides, mais qui ont beaucoup de mal à résister à l'épreuve de la réalité. Et là, Ouais, il y a une logique de mise à jour un peu perpétuelle qui est hyper intéressante. super. Dans ta mission, il y avait un contexte aussi un petit peu particulier parce que tu étais dans un contexte international. Du coup, la langue et la devise, Tout à euh, fait. ça change quoi? Ça change quoi? Alors sur la devise, à mes yeux, ça changeait pas beaucoup. C'est voilà, il faut juste y prêter attention et être très vigilant de pas commencer à mélanger les choses et être assez à l'aise par rapport à ça. Mais le plus gros challenge n'était pas là forcément à mes yeux, c'est juste un point de vigilance. Mhm. Heu, le contexte international et la langue anglais, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est à titre personnel très enrichissant. Par contre, c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire dans le sens où, hem, bon, déjà, il faut quand même avoir ses compétences en anglais, pour bien suivre. Mais au-delà de ça, je trouve que ça complexifie beaucoup le passage des messages, les Mhm. échanges, comment avoir les subtilités, les non-dits. Donc c'est plus difficile finalement d'avoir une info bien claire, bien fiable et dans laquelle on a beaucoup plus confiance parce que le vocabulaire qu'on possède n'est pas le même, Oui. donc on n'exprime pas les choses de la même manière. Donc c'est une adaptation, mais c'est très intéressant en tout cas. Mais voilà, il faut juste, je pense, dans ce genre de contexte, être conscient de ses forces et de ses limites, Mhm. de pas hésiter à mettre en avant, voilà, les points qu'on comprend pas assez. Si certains points lors de réunions sont pas toujours hyper clairs à l'oral, parce que ça va vite, parce que les accents des différentes personnes du monde, c'est pas toujours simple, pas hésiter à demander à se les faire passer par écrit, c'est qui est beaucoup plus simple Ouais. aussi. Donc hem donc ouais, ça c'est un contexte très changeant et aussi, petite chose qui moi m'a beaucoup aidé parce que chez le client, on avait ponctuellement des grosses réunions. Aujourd'hui, on a pas mal d'outils quand même qui peuvent nous aider et c'est vrai que j'ai quand même tendance à l'utiliser régulièrement, de ces genres d'outils qui vont, enregistrer, soit une réunion en visio, en physique ou autre, en demandant l'accord des gens évidemment, mais qui vont pouvoir tout enregistrer, tout retranscrire, tout retraduire, tout synthétiser et c'est quand même une aide hyper précieuse pour revenir chercher un point qu'on n'a pas bien saisi ou qu'on a oublié et cetera. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de tout se souvenir sur une réunion en anglais de 2 ou 3 heures. C'est là où l'IA intervient et peut être Oui très, très utile, et oui. et très, très, très utile, On très est d'accord. positif. C'est très, très, très enrichissant. C'est un gain de temps, de fiabilité, énorme. Ouais, on est d'accord. Et donc après, vient le moment du recrutement qui était en cours, hein, c'est ça? Je Tout à sais pas, fait. ils ont recruté au moment où tu étais là? Tout à fait, en fait, je suis arrivé et le recrutement était en cours. Le recrutement était un peu plus long que prévu, ce qui a Mmh. induit une petite prolongation de la mission. Heu et donc le recrutement s'est fait, la personne est arrivée, donc j'ai pu accompagner cette personne après sur, sa prise de poste, sur un laps de temps plutôt long. Donc c'est vrai que c'est super confortable, pour moi, pour la passation et pour la personne qui arrive aussi, qui a le temps d'être formée, très convenablement, on va dire. OK, et donc du coup, tu as préparé ça comment? En termes de Hem Comment je l'ai préparé? En fait, il y a 2 choses, c'est-à-dire qu'au quotidien, tout au long de la mission, il y a beaucoup de choses que potentiellement j'aurais pu aimer faire ou autre, mais que je vais éviter parce que l'idée n'est pas de créer quelque chose de trop complexe et qui puisse être trop fragile parce qu'on n'a pas vocation à rester en soi. Donc comment préparer la passation? Globalement, je dirais ne pas transformer ce qui fonctionnait vers des choses trop complexes ou trop fragiles, trop difficiles à maintenir. Documenter tout ce qu'on a pu faire évoluer et surtout, quelque chose que je trouve intéressant, c'est de pas trop s'éloigner des habitudes de travail de l'entreprise. Parce que finalement, si on fait évoluer les choses, mais dans le cadre des habitudes de l'entreprise, globalement, n'importe quelle autre personne de l'entreprise avec une expérience saura comprendre ce qui a été fait et retrouver mmh, un petit peu les petits quand on sera plus là. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. OK, super, et donc ton meilleur conseil pour, à une entreprise qui vit un départ comme ça imprévu en contrôle de gestion? Appeler Synopsys. Ah bah, voilà. Non, non, blague à part, c'est une bonne question. Je dirais agir vite. Le plus vite possible parce que dans le cas présent, j'ai eu voilà, le client a réagi assez vite, donc j'ai pu intervenir assez rapidement, ce qui m'a permis d'avoir quelques jours de passation avec la personne partante et c'est Mmh. super précieux. Ça permet de récupérer,
beaucoup d'informations, la logique de travail, les connaissances et tous les sujets non dits, toutes les choses qui se transmettent entre personnes et pas forcément entre fichiers. Et ça a beaucoup de valeur, autant pour moi, pour préparer la mission, que pour le client final. Mmh. Donc le conseil, je dirais, agir vite, le plus vite possible pour limiter le trou. OK, super. Et donc, si tu devais résumer ta mission en une phrase, tu dirais quoi? Ouf! Je dirais, maintenir et stabiliser le contrôle de gestion business, OK, de manière très synthétique. super. Et ben, mission réussie. Merci beaucoup. Merci Adrien. Oui, merci pour ce retour d'expérience. En fait, tu as vraiment apporté tes connaissances techniques, tes connaissances du métier avec cette capacité de t'adapter au contexte de l'entreprise. Et donc, une mission du début jusqu'à la fin menée d'une main de maître. Bravo. Et puis au plaisir Merci beaucoup. de retravailler ensemble. Complètement. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Toi aussi. Hop. Alors, je peux pas arrêter l'enregistrement. Enfin, je sais pas comment on fait. Oup. Voilà.